Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Ariel Dombal. Bonjour, cher Ariel Dombal. Merci d'être avec nous. Vous êtes une icône de l'émission Les Grosses Têtes, une des stars de l'émission de Laurent Ruquier. On va pouvoir vous retrouver lundi 3 juin à 21h10 sur Paris Première et sur M6. Oui, peut-être. Je ne sais pas très bien. Vous savez, les grosses têtes, c'est pour moi une thérapie. Je vais aux grosses têtes parce que rire est essentiel dans la vie. Oui, mais on vous imaginait peut-être pas. On ne m'imaginait pas du tout. Et Laurent a insisté pendant plus de 2 ans pour que je devienne une grosse tête. Je ne voulais pas. Et puis finalement... il a un tel flair, il sait les gens absolument. Qui aiment profondément rigoler. Mais comment vous prenez quand il se moque de vous? C'est le principe. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un retour à l'enfance. Ouais. C'est vraiment la salle de classe où tout le monde se dézingue. Beaucoup d'autodérision. Et ça fait du bien parce que le rire... est quand même quelque chose... il n'y a que les humains qui rient. Mais vous êtes aussi naïf que ça. Ah ben oui. Naïve, dans Pourquoi quel sens? naïve? Parce que des fois, vos réponses ou vos interventions sont surprenantes par rapport à la vie réelle. C'est ça que je veux dire. Mais en réalité... pour les grosses têtes, il faut connaître beaucoup de choses. Oui, il faut avoir du répondant, il faut avoir beaucoup lu parce que les questions sont un peu dans tous les sens. Oui, vous êtes très forte sur la musique, les opéras. La musique, les opéras, la littérature. Voilà. Je ne suis pas très bonne en sport, en football. Là, évidemment, non. Et vous riez beaucoup avec BHL ? Je ris beaucoup avec mon mari, oui, ça c'est certain que nous rions beaucoup ensemble. Parce qu'on ne l'imagine pas non plus rire, il est toujours très sérieux sur les plateaux. Ça c'est certain, c'est certain. Alors votre album sort également demain, il y a un premier single, Diamonds Are Forever, donc on va l'écouter dans un instant. Deuxième single, Boys in the Backroom, qui sortira le 29 juin à l'occasion de la Marche des Fiertés. Et il y a des clips qui sont associés à ces chansons qu'on a eu la chance de voir avec Gilles. Et là aussi, on rejoint, quand je dis l'esprit des grosses têtes, c'est que vous avez beaucoup d'humour et que vous aimez bien vous mettre en scène et vous déguiser. Là, moi, j'ai beaucoup aimé le clip Barbie. Ah oui, le clip Barbie. Il est formidable. Voilà, ça évidemment. Et je l'ai fait, nous avons fait ça 2 ans avant le film. Vous savez, on croit toujours que les albums, c'est juste comme ça, mais ça met du temps à se faire. Et moi, je prends le temps pour faire vraiment ce dont j'ai envie, parce que sinon... on va me dire éternellement de faire la même chose. Mais c'est comme ça pour tous les chanteurs et tous les acteurs. Oui, mais souvent, les chanteurs restent toujours dans leur univers. Et vous êtes très déroutant. Vous passez de musique latinos à je me souviens, du classique. De très classique, d'opéra. Et là, on retrouve quelque chose de très pop. De très pop, c'est ça. Mais en réalité, je dis toujours, mais c'est la vérité, je m'en aperçois au fil du temps, c'est que j'ai 3 cultures quand même. Je suis américaine de naissance, j'ai été élevée au Mexique et de parents français. Donc tout ça se rejoint et c'est vrai que là, je rends hommage à des voix qui m'ont touchée, à des femmes qui sont plus que qui sont des légendes et qui, moi, m'ont révélée. C'est quoi être iconique pour vous? Parce que c'est le titre de l'album. Oui, voilà. Il faut quoi pour être iconique? Pour être iconique, il faut cristalliser de l'amour et pendant longtemps. Voilà. Et donc, parmi ces femmes, Marlène Dietrich, Shirley Bassey, Judy Garland, Brigitte Bardot, évidemment, Peggy Lee, Joséphine Baker, et puis Woman Just Woman, c'est un hommage à Simone de Beauvoir. Voilà. Alors, j'ai voulu j'ai beaucoup d'admiration et j'ai une éthique de l'admiration. Je crois que pour apprendre à être soi, il faut admirer les autres, car c'est par les autres que ça passe. Et moi, aussi bien en classique, j'aimais des voix et c'était un apprentissage. J'écoutais du Bellini, du Rossini, du Bach au conservatoire, et puis tout à coup je me disais, voilà, Kiri Te Kanawa,
Ouais. Et puis, je m'intéressais à la voix, à la texture de la voix, au timbre. Et c'était des modèles. Là, j'ai pris des modèles plutôt dans les années 50-60. Un peu l'idée des femmes qui pourraient être mes mères. Et vous avez la théorie des 3B de Brigitte Bardot. Oui, ça c'est quoi votre théorie des 3B? Là là, c'est simplement pour essayer une échelle dans le temps. Barbie, Bardot, Beauvoir, les 3B. Oui. Mais parce que ce sont des figures qui sont marquantes et qui ont changé la perception de la femme pour les petites filles et pour les femmes en général. Enfin, on critique beaucoup Barbie en disant que c'est un peu une blonde cruche, non? Est-ce que des fois on vous a pris pour une blonde cruche? Ah, mais on m'a pendant tellement longtemps toujours réduite à la poupée Barbie parce que je lui ressemblais, etc. Et j'étais extraordinairement blessée tellement souvent. Je me rappelle que quand j'ai fait un film avec 2000 figurants que j'ai quand même dirigé, un film franco-américain, j'avais 26 ans, avec Omar Sharif, Pedro Armendáriz, enfin un film international, très difficile à faire. Alors, le Nouvel Obs avait titré « Barbie fait son cinéma ». J'étais extraordinairement blessée et énervée. Et puis après, je me suis dit, en fait, cette poupée, moi, m'a apporté beaucoup, car elle, en tant qu'enfant, elle m'a fait rêver au devenir des femmes. Et je dis que c'est la première poupée féministe. Ouais. Au lieu que ça soit un poupée une poupée, un poupon, un bébé. Toutes les petites filles se sont dit, mais moi aussi, je peux devenir avocate, médecin, astronaute. Vous dites que c'est la première femme astronaute et que c'est la première conductrice de camion. Mais oui, parce qu'elle a une panoplie extraordinaire. Mais elle a été votre modèle ou pas? Elle a été, en tant que petite fille, j'ai adoré ma poupée Barbie. Et c'est un modèle voilà, une petite poupée iconique. Oui. Et toutes les petites filles, vous savez, je crois qu'il s'en vend une chaque seconde dans le monde. Vous n'en aviez qu'une? Non. Moi, j'ai beaucoup joué avec les Barbies, j'en avais beaucoup. Ah, voilà. Moi, j'en avais 3, mais j'avais beaucoup de panoplies. La panoplie sirène, la panoplie princesse, la panoplie championne de skate, enfin tout. Moi, j'en avais 3 aussi. Non, je vais... on va écouter peut-être des extraits. Je voudrais qu'on écoute... J'ai entendu Valérie Expert, mais c'était dit discrètement. On peut écouter Barbie Conique. Oui. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite? Vous avez toujours voulu être comédienne, actrice, être connue? C'était quoi votre rêve? Non. Alors maintenant, quand on demande aux jeunes gens et aux enfants, même qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils répondent célèbre, être connu. Ouais. Et ça, c'est venu avec les réseaux sociaux, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, célèbre pourquoi? Moi, je ne voulais pas être célèbre, c'était pas du tout un but. Vous vouliez faire quoi? Mais je voulais ce que je fais, c'est-à-dire je voulais chanter sur scène. J'ai commencé par être danseuse, qui est une très très grande discipline, qui vous ouvre énormément de portes. Savoir marcher, danser, comprendre l'espace dans lequel on est, et la grâce. Et puis après, j'ai fait le conservatoire de musique. Et puis c'est en fait par la musique que je suis arrivée au cinéma avec mon premier film, qui était un film chantant. Et j'ai toujours gardé cette trajectoire, c'est-à-dire que quand je fais des films, je pars toujours de la musique. Et là, on voit, pardon, Gilles, dans les clips qu'on a pu voir, il y a ce mix d'ailleurs où vous chantez, mais il y a un travail de comédienne. Il y a un travail d'actrice de mise en scène. Et un travail de mise en scène, absolument. Est-ce que, comme Michel Sardou, vous êtes déçu du monde actuel dans lequel on est? Non. Je ne suis pas du tout quelqu'un de désenchanté, comme dirait Mylène Farmer. Non, je trouve qu'il faut s'adapter à ces nouveaux outils qui changent tout notre rapport au monde, qui sont le téléphone. Alors évidemment, je me rends compte, quand je regarde autour de moi, que surtout les ados, et les enfants aussi, ils peuvent être dans n'importe quel merveilleux coin de la Grèce ou de la Corse ou du Midi, etc. Ils sont plus intéressés par leurs écrans que par le réel. Donc il faut se faire à cette nouvelle forme du monde
interposés par les écrans. Mais le côté de la cancel culture, c'est d'effacer beaucoup de choses du passé. Alors ça, la cancel culture et la culture du woke, etc. Ça, je n'aime pas du tout ça. Ce sont les censures. Et ça, tous les artistes du monde ont toujours lutté contre les censures. On est là pour ça, pour ne pas être censuré. Et c'est quelque chose, moi, qui me rend folle quand la censure s'en mêle. Pour Boys in the Backroom, j'ai fait un clip, enfin, là, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Nicolas Prado, et il y a en effet des jeunes garçons qui s'embrassent. Et on m'a dit, mais non, voilà, ils veulent absolument censurer ça, parce que, voilà, mais... Alors je lutte, parce que je n'aime pas les censures, et surtout les artistes n'ont pas à être censurés. Encore à notre époque, on vous dit non pour deux garçons qui s'embrassent, alors oui, que absolument, absolument. Partout, Oh Ariel, c'est trop hot, comme ça tu prônes l'homosexualité. On sait très bien que je suis quelqu'un qui a toujours été... gay-friendly, et gay-friendly, qui avait toujours défendu la cause contre l'homophobie. Et j'étais pour le mariage gay, et j'ai beaucoup d'amis homosexuels, et je suis très LGBT, et je l'ai toujours été. Et je me rappelle qu'une année, justement, j'étais l'égérie de la marche des fiertés, et j'en étais très heureuse. Il y avait à Rome, c'était Lady Gaga, et à Paris, c'était moi, et nous avons chanté devant 40 000 personnes à la Bastille, et voilà, c'est quelque chose de tellement positif. Alors, en effet, quand on vient me dire « Ah, mais il faut censurer un baiser, etc. », ça me rend très énervée. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Ariel Dombal, parler des grosses têtes, parler de votre album qui sort demain. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Ariel Dombal. Votre actualité, c'est Paris Première avec les grosses têtes, et également sur M6. Non, M6+. C'est M6+, d'accord. Le nouveau, vous savez. Ah oui, le nouveau plateforme. D'accord, 21h10, lundi 3, on va vous retrouver aux côtés de Laurent Ruquier. Et puis cet album, Iconics, qui sort demain chez Universal avec 2 singles, Diamonds Are Forever, dont on a parlé et qui est déjà sorti, et puis Boys in the Backroom, qu'on évoquait à l'instant, et Gilles voulait revenir sur le sujet. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une chanson de Marlène Dietrich. Alors, évidemment, vous jouez sur une certaine... En fait, les backrooms, c'est des endroits où se rencontrent des garçons pour avoir des relations sexuelles, mais c'était pas le cas à l'époque de Marlène Dietrich. Donc, ce qui est très drôle, c'est que vous détournez un peu cette chanson. Voilà, exactement. Marlène Dietrich est une figure maintenant qui ne dit plus grand-chose à toute la nouvelle génération, mais c'est une figure du féminisme extraordinaire. C'est la première qui a osé s'habiller en homme. Elle a eu ce don de la métamorphose. Elle a évidemment investi toutes les communautés. Elle a chanté énormément. On l'adorait comme actrice. C'est une icône. Et on l'adorait pour son insolence et son avant-gardisme. Alors ça racontait quoi à l'époque, cette chanson? Parce que ça ne parlait pas d'homosexualité à l'époque. Non, mais les Backrooms, c'est une chanson en fait assez tragique, assez sensuelle. C'est-à-dire qu'elle aimait la communauté des hommes, puisqu'elle a beaucoup chanté pour les GIs, et elle s'est investie. Et donc là, c'était les backrooms des soldats. Et donc, c'est plein d'ambiguïté. Oui. Et il se passait quelque chose entre les soldats qui l'attirait. Et c'était quoi? C'était l'amour caché, en fait. Vous l'avez rencontrée ou pas? Non, elle vivait recluse. Elle vivait recluse. Et puis, je suis arrivée trop tard en France. Elle était une très vieille dame. On peut écouter un extrait? Oui, ça a dû jamais vous arriver. Je vous propose d'aller dans les backrooms. C'est magnifique, vraiment. Oui. Vous avez une voix d'une limpidité incroyable. Vous travaillez cette voix au quotidien. Oui. À quel moment vous vous êtes aperçu que vous aviez une voix différente et que vous pouviez chanter? C'est ma grand-mère qui me disait toujours, mais Ariel, tu as un trésor, tu as une voix d'or. Il faut absolument en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une voix, mais après il faut apprendre la musique. Il faut apprendre, c'est comme un cheval qu'il faut dompter.
ce n'est pas juste comme ça. Il faut apprendre à chanter, à véhiculer les émotions, les atmosphères, les climats. Et voilà. Alors là, tout l'album est fait par un garçon qui s'appelle Charlie Voodoo et qui est un compositeur merveilleux, qui est celui qui accompagne d'ailleurs tous les soirs chez Madame Arthur toutes les drags. Et c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien musicalement, parce que lui aussi, il a été prof de musique, il a fait le conservatoire de musique, et puis maintenant il est très électropop. Et j'aime cette base classique. Mais on a l'impression qu'à l'étranger, vous seriez, entre guillemets, une énorme star avec un album comme ça, et on a l'impression qu'en France, il n'y a pas forcément de la place pour ce genre. On a des Kate Bush ou d'autres égéries en Angleterre et aux États-Unis. J'adore Kate Bush, et j'adore, oui, bien sûr, et Cyndi Lauper. Oui, ou Cocteau Twin, ou des gens comme ça. Pourquoi en France, on a du mal avec ça ? Oh, ça, je ne sais pas. Écoutez, moi, ça dépend. J'ai fait des choses qui ont eu un succès populaire immense, et puis d'autres qui étaient peut-être plus hermétiques pour le grand public. Mais il faut toujours rester fidèle à soi-même, parce que sinon, si on écoute ce que vous disent les uns et les autres... Et l'Eurovision, vous le feriez ? À l'Eurovision, à un moment donné, il a été question que je le fasse. J'ai adoré l'Eurovision cette année. Et j'ai beaucoup aimé le Nemo, le vainqueur, justement un être tout à fait du futur, mi-femme, mi-homme. Et no gender. Non, mais c'est pour ça, c'est une musique qui pourrait correspondre aussi à l'Eurovision. Ça me fait penser. Pourquoi du futur, c'est ça qui m'a fait rire. Mais parce qu'avant, c'était interdit, l'ambiguïté était interdite. Vous savez, l'homosexualité... Ah, vous avez eu Klaus Nomi dans... Il y a eu Klaus Nomi, bon, il est mort... Du sida. Du sida. Il a été je l'ai tout de suite aimé quand j'ai commencé à étudier le Purcell. Je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un de la pop qui avait pris du Purcell pour chanter le génie du froid, et je l'ai chanté à mon tour, et en concert les gens adorent. Mais ça, c'est vraiment du classique. Mais du classique pop. Et le fait que Klaus Nomi ait fait cela, lui aussi, on trouvait que c'était d'avant-garde. Il faut rester d'avant-garde, il faut rester de son époque, il faut vivre avec son époque, parce que sinon... Mais tout en restant soi-même, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas chanter du rap. Ah ben, du rap, non. Parce que je ne sais pas le faire. C'est la musique la plus vendue aujourd'hui. Mais il n'y a plus que ça, c'est de la musique urbaine, et puis c'est des questions de mode très profondes. Alors il ne s'agit pas de dire « Ah, mais... Non, mais restez ce que l'on est, ce que vous disiez. Mais évidemment. Chanter pour les Jeux Olympiques, ça vous aurait plu ? Oui, absolument. Représenter la France. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique avec Aya Nakamura ? J'ai trouvé que c'était absolument lamentable, parce que il faut aussi se dire que la France a toujours été le pays de la pluridisciplinarité et pluriculturelle, et que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, comme moi je viens d'Amérique, et que les Français adoptent justement les êtres qui ne sont... Vous n'auriez pas aimé, vous, chanter du Édith Piaf à sa place? Mais j'aurais certainement... J'adore Édith Piaf, mais j'aurais certainement, et j'aime certainement chanter du Piaf, Allez, venez, Milord, toute cette extraordinaire carrière de Piaf, qui est tellement une sorte de signature française à l'étranger, parce que... c'est ça, ouais. Voilà. C'est ce qu'elle représente. Peut-être qu'on peut reparler des grosses têtes quand même, parce qu'on l'a évoqué en début d'émission. Mais vous savez, les grosses têtes, c'est une émission de radio que je fais comme je fais Sud Radio. Oui, enfin vous y participez un peu plus souvent. Oui, parce que c'est un endroit, comme je vous dis, qui est très rafraîchissant intellectuellement, et rire, c'est merveilleux. Et moi, alors justement, je voulais revenir sur autre chose que je mets de temps en temps dans mon zapping, c'est des vidéos que vous faites. C'est-à-dire que... Des fois, alors on se dit, on se passe la vidéo d'Ariel Dombal en disant, elle est complètement barrée. Alors on vous voit sur les quais de Seine chanter, on vous voit passer devant parfois une affiche, mais c'était l'affiche de votre film, et vous dites 3 mots, beauté,
été incroyable ce matin. C'est vrai, mais je fais tellement de choses. C'est naturel, c'est triché, vous jouez sur ça parce Non, vous savez, maintenant, dans l'existence, tout est marketing. Et notamment, il y a une espèce même d'impérialisme qui fait que tout est marque, et derrière, malheureusement, les actrices, les chanteuses, etc., il y a des marques qui essayent de les utiliser comme vecteurs de marchandises. Ça veut dire que vous trichez sur ces vidéos? Mais je ne triche rien du tout, c'est-à-dire que moi, c'est spontanément, je n'ai rien à vendre, je fais ces vidéos, parce que c'est une manière, pardon, j'ai un chat dans la gorge, de communiquer avec mes fans. Et ils adorent mes vidéos. Et c'est comme des cartes postales que j'envoie pour dire ce que je fais. Mais vous trouvez que c'est barré ou pas? Non, pas du tout. C'est vous? Alors, non, mais quand vous dites « je suis contente », je suis très contente. Non, mais quand vous dites « je suis contente », c'est le printemps. Ben, c'est la vérité. J'ai été très, très heureuse. Vous savez, j'ai des roses qui portent mon nom. Oui, c'est ça. Et j'en suis très heureuse. Alors, il y en a une qui a été faite déjà il y a 20 ans. Et juste simultanément avec Charles Aznavour et Maria Callas, la même année, j'étais très flattée qu'une rose porte mon nom et soit à Bagatelle. Et puis là, dernièrement, ils en ont renommé une autre qui est parfumée, très très gracieuse, et qui était un hommage à mon parfum, Le Secret d'Ariel, que j'ai fait avec une rose. Voilà. Vous le portez actuellement, ce parfum? Oui, bien sûr. Vous mettez toujours le parfum que vous avez créé? Bien sûr, Le Secret d'Ariel, et on peut le trouver chez Mauboussin, mais j'ai mis 10 ans à le faire. Oui, je me souviens de ça. Il est sorti quand? C'était il y a quelques temps? Il y a 6 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, pour revenir à ces vidéos, c'est une manière de communiquer. Par exemple, La Princesse de Cadignan, mon film, va sortir sur Canal+ au mois de juin. Eh bien, en effet, je vais dire par les réseaux, mon film sort enfin à Canal+, et vous pourrez le voir à partir du 11 juin. Vous utilisez tous les... Je l'utilise, voilà. Et vos projets, alors, c'est quoi? Vous vivez perpétuellement avec des projets Mon projet, c'est la sortie d'Iconics. Oui. Avec... Demain. Voilà, demain. Oui, mais demain, une fois que c'est sorti demain, il y a la promo. Alors, et après voilà, la promotion, et puis on vous demande de chanter, et donc... Voilà, peut-être des concerts. Est-ce que vous marchez toujours sur la pointe des pieds quand vous êtes à la plage? Ah, ça toujours, comme la poupée Barbie, exactement. C'est ça, hein, vous avez la même position. Oui. J'ai vu ces images quand vous êtes sur la plage. Donc je voulais juste, avant, un petit dernier extrait, Valérie, qui a été le premier single, qui s'appelle Diamonds Are Forever. Vous vous souvenez de la version de Shirley Bassey et de James Bond? Alors, Shirley Bassey, c'est le premier James Bond que j'ai vu. Et Shirley Bassey, c'est l'incarnation de cette puissante voix féminine qui accompagne les aventures de James Bond. Elle a écrit 3 James Bond. Et j'adore la figure de Shirley Bassey. Et la voix, le timbre, la force. Voilà, sur l'album, Valérie, on peut retrouver Fever, vous vous souvenez? Vous faites a cappella? Puis J'ai deux amours. Oui, ou Diamonds. Diamonds are forever, sparkling bright in my little finger, and like men, diamonds linger. That's Diamonds Are Forever. Magnifique, mais c'est vrai que c'est des versions modernes où on retrouve un petit peu... C'est des versions pop. Ouais. Absolument, c'est en tout cas un très bel album, vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter et on vous le conseille, il sort demain. Donc, Iconics, c'est le nouvel EP, comme on dit maintenant, c'est ça, le nouvel album. Ça y est, vous voilà, je m'y mets aussi. Et Boys in the Backroom, ce sera le 29 juin à l'occasion de la Marche des Fiertés. Merci Ariel Dombal d'avoir été avec nous. Et lundi, on vous retrouve aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes sur Paris Première. Merci à vous. Très bonne journée. On se retrouve dans un instant.